bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être venus. On peut peut-être commencer avec vous, Claude, par rapport aux actualités de la PAC. Est-ce que, comme vous êtes au Parlement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passe par rapport à la PAC en ce moment, voilà, sur le dernier mois? Qu'est-ce qui est important de savoir sur la PAC? Parce qu'on en a parlé déjà de manière un peu théorique, mais voilà, dans les faits. Alors, la PAC actuelle, c'est la PAC qui a démarré en 92. J'aime bien refaire un petit peu pour voir comment on a déraillé et où on est aujourd'hui. La première phase de la PAC, dans les années 60 à 80, c'était soutien de la construction des filières. On soutenait les filières du maraîchage, des céréales, de l'élevage laitier, de l'élevage à viande, etc. Et ça a super bien marché. On sortait de la guerre, on avait besoin de faire des matières premières alimentaires pour tous les pays européens, pour leur souveraineté alimentaire. Ça a super bien marché. Début des années 80, excédent, trop de production, on réoriente, politique de quotas, sécurisation des prix de marché, etc., jusqu'en 92, où là, la mondialisation continue son chemin et l'agriculture européenne l'emboîte sérieusement. Et là, on donne des aides à l'hectare et on arrête le reste. Donc aujourd'hui, c'est plus t'as d'hectares, plus t'as d'aides. Donc c'est l'agriculture industrielle qui est primée et qui nous a fait déraper et sortir de la souveraineté alimentaire parce que cette politique agricole, elle privilégie ce qui est facile à produire, les céréales. Les céréales, c'est 4 heures de travail à l'hectare par an. Le maraîchage, c'est des dizaines et des centaines d'heures. Donc vous voyez tout de suite qu'une politique qui aide les surfaces et où c'est facile à produire, c'est ce qui va se faire. Et en plus, c'est facile à exporter. Donc la France, elle produit du blé fourragé pour alimenter des cochons et des poulets qu'on exporte, ou du blé fourragé qu'on exporte tout court. Et du coup, on a amplifié ça. Mais ça veut dire que du coup, on ne produit plus suffisamment de fruits qu'on peut produire en France et en Europe, plus suffisamment de légumes, plus suffisamment de protéines végétales pour les humains et pour les animaux, plus suffisamment de farine boulangère pour faire notre pain de tous les jours. Donc on est sorti de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire ce qui nous sert à nous nourrir tous les jours, aujourd'hui, on ne le produit plus en France ou en Europe, on l'importe. Donc on est dans une situation où on a complètement glissé et complètement dérapé. Et cette PAC, eh ben, elle est à 70% du budget, elle soutient les surfaces, à 30% du budget, elle soutient les politiques complémentaires de qualité, etc., ce qui est quand même notoirement insuffisant en 2024, dans ce début de 21e siècle, où on a un problème climat, on a un problème émissions, etc. L'agriculture et l'alimentation, c'est 19% des émissions, si on ne s'attaque pas à ce problème, et l'agriculture industrielle émet énormément. Donc, dans la dernière période de la PAC, qui a été donc votée en 2021 et qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est la première fois qu'il y avait des éco-conditionnalités, c'est-à-dire on avait commencé à mettre un peu de conditions pour verser de l'argent public. Donc vous les avez citées au début, je ne vais pas les reprendre, et elles ont à peine commencé à être mises en œuvre. Donc c'est 4 ans de travail, hein, la négociation de la PAC, c'est 4 ans de travail, et là, en 4 semaines, on est en train de reculer et de détricoter toutes les éco-conditionnalités, toute la partie enviro de la PAC qu'on avait commencé péniblement à construire et qui était tout juste rentrée en vigueur. Donc voilà, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est en 4 semaines, c'est un recul fantastique sur les conditions qui commençaient à améliorer la situation, enfin donner en tout cas un cap et une tendance à l'amélioration de la situation de l'agriculture sur les questions d'émissions, d'environnement, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réautorise les pesticides qu'on avait interdits jusqu'à maintenant. On a renvoyé les contrôleurs de l'ANSES à la maison. Alors l'ANSES, c'est un organisme une agence qui aide le gouvernement sur ces questions-là. Les contrôleurs de l'ANSES, en ce moment, particulièrement, par exemple, ils tournent dans les vergers pour vérifier qu'on ne traite pas avec des pesticides interdits. Parce qu'il se trouve que, oui, même en France, on utilise des pesticides interdits en arboriculture, particulièrement parce que là, c'est ultra sensible et qu'il y a ces pratiques. Et le Premier ministre, il a dit au contrôleur, il faut rester à la maison, je ne veux plus vous voir dans les champs. Bon, vous voyez tout de suite le message qu'on a envoyé. Voilà, quand on se comporte comme ça, je trouve que c'est lourd de conséquences. C'est lourd de conséquences par rapport au thème de la soirée sur l'avenir de l'agriculture européenne et le rôle de la PAC pour cette agriculture, parce qu'on n'envoie pas le bon message aux agriculteurs.
on continue d'envoyer le message qu'on va continuer avec des pesticides, que les pesticides sont indispensables pour produire, ce qui n'est pas vrai, puisqu'on a d'autres modèles d'agriculture qui n'utilisent pas de pesticides. Et puis on a tout un volant d'agriculteurs en Europe qui font une démarche volontaire d'utiliser moins de pesticides. Il s'appelle IPM, ce réseau. En France, c'est le réseau DEPHY, D-E-P-H-Y, pour ceux qui veulent regarder. Et ce réseau, c'est des agriculteurs qui communiquent entre eux et se passent un petit peu la méthode pour diminuer les pesticides. Ça fait 12 ans qu'il existe, ce réseau. Et au bout de 12 ans, leur premier constat, il y a 3 points qui ont été analysés. Le premier, c'est la baisse des pesticides a atteint 40% en moyenne sur ces fermes qui font cette démarche de vouloir baisser les pesticides. Donc quand l'Europe dit moins 50% de pesticides en 2030, les syndicats majoritaires ont hurlé à la mort en disant que ce n'était pas possible et qu'on allait affamer l'Europe parce qu'on allait produire moins. Et ben, le deuxième point, c'est précisément ces agriculteurs, ils ne produisent pas moins, ils produisent pareil, ils n'ont pas baissé les rendements. Donc 1, 40% de baisse de pesticides, 2, pas de baisse de production et 3, amélioration du revenu des agriculteurs. Donc en fait, dans la crise qu'on a entendue depuis le mois de janvier, l'appel principal des agriculteurs, c'est le problème du revenu, qui ne tirent pas le revenu nécessaire avec leur métier. Et là, on est dans une situation... Alors, je prends cet exemple, ça ne fait peut-être que quelques milliers d'agriculteurs à l'échelon européen dans cette démarche volontaire, mais la PAC pourrait dire, eh ben, on amplifie cette démarche, on la finance, on la soutient, et du coup, la dynamique pourrait complètement exploser. Parce que ce qui est important pour ces agriculteurs, et ce qu'ils disent tous dans leur témoignage, c'est super important d'être accompagné en échange de pratiques, de savoir, d'informations, comment on s'y prend, comment on fait. Et il faut un soutien par rapport à ça. Et ce n'est pas du soutien je finance la ferme, c'est du soutien où je finance l'agricultrice ou l'agriculteur dans sa connaissance, dans ses pratiques, dans sa sécurisation pour passer le pas, de dire là je vais prendre des risques, je vais faire comme ça et puis je vois ce que ça donne, etc. etc. Et puis le partage de la compilation des données, des connaissances qu'on a. Donc le champ est ouvert, et puis je n'ai pas dit, mais il y a quand même 350 000 agriculteurs bio en Europe qui n'utilisent pas de pesticides chimiques. Donc c'est plus un laboratoire, quoi. C'est quand même de l'expérience grandeur nature qui montre, et en France on a 60 000 agriculteurs bio, qu'on peut faire de l'agriculture, qu'on peut produire sans pesticides et en gagnant mieux sa vie, parce que les dernières études qui ont été faites dans les centres de gestion auprès des agriculteurs bio, ils gagnent selon les filières de production, entre 23% et 36% mieux leur vie que les agriculteurs conventionnels dans les mêmes branches. Donc c'est pas impossible, et économiquement en plus c'est viable et vivable, donc on peut avancer là-dessus. Mais le moment présent de recul des éco-conditionnalités va certainement impacter la négociation qui va démarrer avec cette mandature, puisque dès le début de la mandature, pratiquement, on va redémarrer la négociation pour la prochaine PAC, donc 2027-2034. Vous voyez que les chiffres sont loin, hein. Je vous rappelle toujours que le GIEC avait dit en 2018, c'est la décennie qui vient où on prend le virage pour éviter les plus 1,5 degré, 2 degrés. Et là, on est en 2024, on n'a pas commencé à négocier le virage. Et on est mal barré pour la PAC qui vient pour commencer à l'amorcer. Donc voilà le paysage. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être que vous pourriez vous présenter un petit peu et puis réagir, est-ce que vous êtes aussi d'accord par rapport à cette dégradation récente de la PAC ? Alors moi je suis Jean-Christophe Bureau, donc je suis professeur d'économie agricole et de l'environnement à AgroParisTech de l'université Paris-Saclay. J'ai écrit un livre sur la PAC qui est un peu le livre de base des étudiantes, en tout cas de l'agro. Oui, je suis sur le fond, je suis tout à fait d'accord sur le constat. Alors dans la présentation, là, ce qui a été mis en avant, c'est des ambitions, en particulier environnementales, qui ne se sont jamais réalisées. Et qui là, en effet, depuis 1 an, mais encore plus depuis 3 semaines, sont en train d'être complètement abandonnées. C'est-à-dire tout l'aspect ambition de réduction des pesticides, mais il n'y a pas que ça, de préserver la biodiversité. Il y avait cette conditionnalité avec une jachère de 4% qui a été citée, qui est abandonnée aussi. Enfin, là, on est revenu complètement avant les premiers efforts de verdissement de la PAC qui datent de 2008 avec les premières notions de conditionnalité.
Alors, comme ça a été dit, la PAC au début, 1960 à 93, c'était vraiment une incitation à produire, parce que c'était le contexte de l'époque. 1957, traité de Rome, on avait besoin de manger, on était dépendant d'importation, il y avait encore les souvenirs des tickets de rationnement et tout. Ça a amené un peu un délire de surproduction, on ne savait plus quoi faire du vin, du blé, du lait, etc. On a fait une réforme dans les années 90 qui s'est étalée sur une quinzaine d'années et depuis on est passé à un système où la PAC c'est essentiellement en effet des aides par hectare. Alors des aides par hectare c'est très pernicieux puisque plus vous avez d'hectares, plus vous touchez d'aides et plus vous pouvez racheter vos voisins. Là on a vu quelqu'un d'Occitanie, il faut voir qu'en France la moyenne des surfaces c'est 70 hectares nationales. En Occitanie c'est 19 hectares. Et c'est là qu'a commencé la crise. Parce qu'évidemment, les aides étant par hectare, les gars, ils ne touchent rien du tout. Mais ce mouvement a été récupéré, bon, ça a été dit par la FNSEA, mais il y a encore un autre syndicat, la coordination rurale, qui est peut-être encore plus radical dans son combat anti-environnemental. Ça a été récupéré, ce combat qui était des petits agriculteurs pour des histoires de revenus, pour faire sauter toutes les contraintes environnementales, c'est-à-dire toute la conditionnalité. Et ça, je pense que c'est... là, on a eu un énorme retour en arrière, vous l'avez tout à fait dit. Moi, ce que je vois pour l'avenir, c'est que maintenant, on a un gros budget PAC qui est sur des aides à l'hectare, point barre, sans condition. Il faut voir qu'en France, ce qu'on appelle les concours publics à l'agriculture, c'est le nom officiel des subventions aux agriculteurs, c'est une grande partie du contribuable européen, dans les 9 milliards, mais c'est aussi des subventions nationales du contribuable français, parce que tous les 2 mois, on remet une couche d'aide ceci, d'aide cela, et à la fin, c'est 16 milliards. 16 milliards, vous divisez par le nombre d'exploitations agricoles. L'INSEE trouve 390 000 exploitations agricoles, mais il y en a 100 000, c'est des micro-exploitations, ça peut être de l'agriculture de hobby, etc. Donc disons qu'il y en a 300 000 de réels. Si vous avez une calculatrice, divisez 16 milliards par 300 000, vous voyez qu'on est à plus de 40 000 euros d'aide par exploitation. Donc ce n'est pas comme si on était sur un marché libre où les gens font ce qu'ils veulent. Là, on leur donne quand même quelqu'un qui a 200 hectares, alors il va recevoir, avant de commencer à travailler, dans les 70 000 euros déjà quand même. Donc, avec cet argent-là, on pourrait demander quelque chose. C'est ce qu'on a essayé de faire en 2008, où la Commission a mis les premières conditionnalités, Marianne Fischer-Boel, la commissaire. En 2013, où on a mis 30% des paiements du premier pilier, je passe les détails, doivent être conditionnés justement à laisser des réserves de biodiversité, des choses comme ça, à avoir de la diversité des cultures, ce qui est très bon sur un plan agronomique parce qu'on met moins de pesticides, justement. Et commissaire Ciolos. Et puis en 2023, la Commission a poussé pour qu'on ait tout ça de manière plus cohérente, ce qui était dans les slides. Ça n'a jamais marché. Toutes les évaluations de la Cour des comptes européenne ont dit le paiement vert de 2013, impact nul. Et là, non seulement les éco-régimes de 2023, une étude de l'INRAE, l'Institut de la recherche agronomique, a montré que 99% des exploitations françaises allaient toucher les aides spécifiques pour un effort environnemental sans rien changer. Donc on est dans un laxisme total. Et moi je pense que là, au niveau futur PAC, ça ne peut pas marcher. Ça fait 3 réformes de suite qu'on essaye de verdir la PAC avec aucun effet concret. Tout simplement parce que les agriculteurs sont habitués à recevoir cette somme d'argent. D'ailleurs, on a traduit le Single Farm Payment par droit au paiement unique en France. Droit, donc ils y ont droit. Quand on va leur rajouter des contraintes, eh ben, ils vont déclencher toutes les possibilités de contournement, tous les combats des lobbies pour essayer d'affaiblir ces contraintes. Et ils y arrivent. Ils y arrivent complètement. Moi, je ne vois pas comment on peut encore continuer. J'en suis à un stade un peu nihiliste où je pense qu'il faut supprimer les budgets pour reconstruire quelque chose d'autre. C'est ce que font les Anglais, ce qu'ils tentent de faire, parce qu'eux aussi, ils ont des résistances. Mais là, je ne vois pas comment on va pouvoir
surtout après ce qui s'est passé depuis en effet 3 semaines, un mois, où là on est vraiment revenu après ces manifs agricoles complètement en arrière, avant les premières tentatives de verdissement de 2008. Il n'y a plus de jachère, il n'y a plus de la diversité des cultures, en fait vous faites ce que vous voulez, enfin les phytos c'est pareil, tout ça. Donc on est vraiment un retour complet en arrière, je ne vois pas comment ça peut fonctionner à l'avenir. Voilà. J'aurais une question plus par rapport à comment s'est imposé le narratif qui dit que les mesures environnementales sont contraires au travail agricole. Ce narratif, ça fait quand même, c'est celui qui est ressorti le plus fort des manifestations. Ça, c'est tout l'art de la rhétorique de la FNSEA en particulier, qui a depuis greffé, alors avec des complicités, la géographe Sylvie Brunel a beaucoup aidé par exemple, le Conseil général de l'alimentation aussi, enfin des espèces de sous-marins des lobbies, ils ont mis en avant par exemple ce concept totalement fumeux de souveraineté alimentaire, pour dire à cause des règles environnementales, on perd notre souveraineté alimentaire. Vous entendez, je me suis frité avec elle il n'y a pas longtemps, là, Christiane Lambert, c'est vraiment ça son discours, maintenant elle est au sein de la FNSEA européenne, si vous voulez. Ça, c'est parfaitement... J'ai tenté de faire un papier dans les Échos pour démonter ça, c'est parfaitement ridicule. Plus vous allez avoir une agriculture intensive, industrielle, plus vous avez besoin d'intrants importés. Les engrais sont pratiquement tous importés. Et vraiment, les phosphates, on n'en a plus, les potasses, on n'en a plus en Alsace. Donc tout ça, ça vient du Maroc, de Biélorussie, de tout ce que vous voulez, de Russie encore. L'engrais azoté, déjà, on n'a presque plus d'usines en France, donc on l'importe du Qatar, des États-Unis de plus en plus. Et de toute façon, même quand on le fabrique en France, il est fait avec du gaz importé, parce qu'on prend l'azote de l'air et on met énormément de gaz. 80% du coût de production de l'azote, c'est du gaz russe, maintenant c'est du gaz américain. Donc plus vous êtes dans une agriculture, entre guillemets, moderne, intensive, plus vous dépendez de ces intrants importés. Toutes les molécules des phytos, elles sont presque toutes importées, les principes actifs. L'élevage industriel, il repose sur des importations de soja. Donc la sécurité alimentaire pour défendre une agriculture intensive, mais c'est une imposture scandaleuse. Mais ça marche, ça fait un élément de langage pour le Premier ministre, et à cause de ça, de cette sécurité alimentaire, on va faire sauter les contraintes environnementales. Si vous voulez être sécure sur le plan alimentaire, il faut avoir une agriculture la plus autonome, la plus économe, c'est-à-dire la plus proche du bio, c'est tout, quoi. Et ça, cette énorme esbrouffe, elle est dans tous les médias et vous n'avez aucun recul là-dessus. C'est hallucinant. Et ça a été fort au moment de la guerre en Ukraine. Oui. Parce que là, ils ont saisi la peur mondiale de la faim, qui a commencé à monter dans les médias partout, les lobbies pour sauter sur la table, pour justifier le productivisme et dire l'Europe va nourrir le monde, on ne va plus pouvoir nourrir le monde, etc. Donc du coup, pour revenir sur le narratif, pour moi ce narratif il part d'il y a très longtemps. Quand le dogme est sorti de dire que l'agriculture européenne va nourrir le monde. Parce que ça, c'est incompréhensible. Je vais l'expliquer par plusieurs angles. Le premier, c'est comment on peut imaginer que 12% des surfaces cultivables du monde, c'est la surface agricole de l'Europe, va nourrir le monde. 12%, c'est quand même pas gros, hein, va pouvoir nourrir le monde. C'est pas 120 quintaux hectares qu'il faut faire, c'est 1200 ou 3000. C'est aberrant. Donc on est parti sur un dogme totalement aberrant, mais que personne n'a jamais remis en question, pour dire que le productivisme allait pouvoir nourrir le monde. Alors ça, c'est un facteur. Après, moi j'aime bien voir les choses par l'autre angle, en prenant de la hauteur, en parlant de l'agriculture du monde. Aujourd'hui, c'est quoi? L'agriculture du monde, c'est 30 millions de paysans avec le tracteur et la chimie, c'est 300 millions avec le cheval et le fumier, et c'est 1,2 milliard à la houe. C'est ça l'agriculture du monde aujourd'hui. Les 1,2 milliard à la houe, ils produisent en moyenne l'équivalent de 3 quintaux hectares. C'est des moyennes, hein. Mais ça donne un peu une image du paysage. Un quintal, c'est 100 kilos, juste parce que mes étudiants ne savent pas, alors je précise. 3 quintaux à l'hectare, c'est-à-dire très très faible production. En France, en bio, on fait 45 quintaux à l'hectare, et en conventionnel, avec les performances et la course aux chiffres, c'est 120 quintaux à l'hectare. Donc 3 quintaux à l'hectare. Ces gens-là, ces agricultures-là sur la planète, si on les accompagne d'un minimum de savoir, particulièrement de gestion de la matière organique, compostage de surface, etc. Et l'expérience a été faite des centaines et des centaines de fois, ils améliorent rapidement
c'est-à-dire en 2 ans, leur rendement, ils les doublent. Ils passent de 3 à 6 quintaux à l'hectare. Ça fait, alors, en moyenne, en calcul moyenne aussi, c'est 1,2 milliard à la houe, ça leur fait à peu près 1 hectare chacun en culture, en production de surface. Si on augmente de 3 quintaux à l'hectare leur production, ça fait 3 milliards de quintaux supplémentaires de produits sur la planète. C'est plus que les besoins de la faim dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas en produisant beaucoup plus ici qu'on va régler les problèmes de faim dans le monde et de besoins de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. C'est en produisant un peu plus partout sur les surfaces qui sont aujourd'hui, entre guillemets, sous-cultivées, si on les fait progresser un peu plus, là, on va avoir des vraies réponses. Et en plus, ça donne à tout le monde sa souveraineté alimentaire. Ne dépend plus du gaz russe, ne dépend plus, etc. Parce que gérer la matière organique, ça ne coûte rien. Hein. Ils l'ont, la matière organique, partout. C'est juste une question de savoir un peu d'éléments d'agronomie pour faire de l'agriculture agronomique. Heureusement, on a beaucoup développé sur les 50 dernières années les connaissances en la matière et elles sont partageables et ça coûte rien en intrants. Et donc, ces agricultures-là pourraient amener une vraie réponse à la question de la souveraineté alimentaire pour les peuples. Donc, du coup, la solution pour nous, parce que l'autre, par rapport à ce que vous disiez, l'autre point aussi, c'est que faire une agriculture aussi technique que celle qu'on fait ici, les produits qui en sortent, personne ne peut se les payer. Il faut qu'on se le dise bien ça. Ça coûte beaucoup trop cher. À exporter, c'est inexportable sans subvention. Et pour nous, c'est pareil. On ne peut pas se nourrir au prix que ça coûte à produire. Donc il faut 40 000 € par exploitation pour arriver à faire en sorte que ce soit accessible aux Européens pour manger. Donc si on arrête les subventions, c'est la fin en Europe. Ah ben oui, ça c'est sûr. Donc il faut passer à un autre modèle d'agriculture pour pouvoir véritablement parler de souveraineté alimentaire et pour pouvoir véritablement parler d'un autre avenir pour l'agriculture qui arrête de polluer, parce que la situation là est devenue vraiment dramatique sur l'effondrement de la biodiversité, etc. Si on parle un peu de pesticides à un moment, on pourra un peu rentrer dans le détail. C'est important de le savoir, parce que c'est important de le partager aussi, tout ce qui se fait autour de nous, à l'insu des citoyennes et des citoyens, sur les questions de pollution, de pesticides, etc. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, nous, en tant que citoyennes et citoyens, pour aider cette transition vers une autre agriculture, pour que la PAC, elle soit de nouveau viable et un peu plus écologique? Comme en 2019, les manifs climat dans la rue. Est-ce que ça a fonctionné? Ça a été d'une efficacité redoutable. Et c'est pour ça que la présidente de la Commission européenne a mis en place le Green Deal. Sinon, il n'aurait jamais été question de pacte vert. Mais c'est parce qu'il y avait la pression de la rue partout en Europe qu'il y a eu cette obligation d'amener une réponse au peuple européen par rapport à ses préoccupations, et particulièrement à celle de la jeunesse qui était dans la rue à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience de député? Comment ça se matérialise à la fois les forces de la rue ou les forces des syndicats des agriculteurs? Comment ça se matérialise, vous, dans votre travail de député? Alors, les députés sont globalement très sensibles à l'image et à la pression populaire. C'est évident, puisqu'ils en sont issus, ils sont élus, donc ils sont extrêmement sensibles. Après, ça prend une forme différente entre des élus qui ont une vraie vision, un vrai projet et qui le construisent avec une méthode et avec tout un plan, et puis ceux qui font de l'opportunisme de court terme, qui vont répondre à la pression cette année, puis l'année prochaine, on se dépêche de tout détricoter parce qu'on peut passer à autre chose et qu'on redonne la place et le poids des lobbies dans la réflexion comme avant. Et voilà. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Parlement européen, aujourd'hui, très concrètement, des gens qui veulent changer la politique agricole, ils se trouvent à gauche et chez les Verts. Tous les autres, Renew compris, groupe politique Macron en France, ne veulent surtout rien changer et s'opposent dans les votes systématiquement à toutes les propositions d'évolution, que ce soit dans la PAC, que ce soit... On a vécu... Parce qu'il y avait quand même des moments des angles assez forts dans cette mandature dans le Green Deal, le volet agricole, qui était Farm to Fork, où il y avait dans ces dossiers, il y avait quand même des ambitions qui avaient été posées. 25% des surfaces en bio en 2030, c'est une ambition.
Pour donner les chiffres à tout le monde, aujourd'hui, l'Europe est à 8,5% de ses surfaces agricoles en bio. Le meilleur élève de la classe, c'est l'Autriche avec 26%. Et le dernier de la classe, c'est l'Irlande avec 3% et la Pologne. Voilà, et entre les deux, il y a de tout. La France est à 9,5%. Et on n'est pas les premiers en Europe, je le dis aussi au passage, et on est le 14e pays européen en pourcentage de surface en bio par rapport à la totalité de la surface. C'est quand même bien de le dire, on est dans la deuxième moitié de la classe, on n'est pas des... Parce que souvent on entend, oui, la France est le premier en bio. Bah oui, c'est le premier pays en surface agricole. Dieu merci, c'est pas le dernier en bio. Ça serait quand même une catastrophe. Mais ça diminue en plus. Hein. Mais on est que là, on a de la déconversion du bio. Ça commence un petit peu. On a plus de 30%, presque 40% du lait bio qui est passé en conventionnel il y a 6 mois. Là. Et qui est vendu en conventionnel. Qui est vendu au prix du conventionnel, quelques fois en dessous, parce que la collecte étant plus coûteuse, les laiteries répercutent. Donc, les pauvres producteurs de bio, en ce moment, sont quand même très très mal. Et puis ils sont dans une situation, chez Biolait en particulier, où le lait conventionnel est plus cher que le lait bio. Voilà, c'est ça. Alors ils sont déclassés, mais ils vendent plus cher qu'avant. Et le gouvernement français a quand même arrêté les aides, une grande partie des aides au bio il y a 2 ans. Notamment les aides à la conversion. Voilà, non, les aides au maintien. Et puis au maintien, pas à la conversion, au maintien. Ouais. Et voilà. ça, c'est quand même assez incompréhensible en ce moment où il y a une vraie crise du bio, parce que comme c'est clair que c'est quand même plus cher, les rendements sont plus faibles, hein, là on voit bien que les consommateurs s'en détournent, malheureusement. Alors, pour donner un exemple, il y avait aussi dans le dossier Farm to Fork une réduction de 50% des pesticides. À l'arrache, ce dossier est quand même arrivé sur la table pendant cette mandature, parce que pour le même prix, il pouvait ne pas voir le jour. Il est arrivé. Alors, c'est quoi ce dossier 50% ? Il est arrivé sous forme d'un projet de règlement européen. Quand on parle de plan éco-phyto, c'est une directive européenne, donc ça n'est pas contraignant pour les États membres. L'Europe préconise mais chaque État membre dispose. Et en disposant, en plus, ils écrivent dans leurs droits ce qu'ils ont envie d'écrire par État membre, etc. Ce que la FNSEA a beaucoup décrié dans les fameuses surtranspositions, etc. Où ils ont fait couler beaucoup d'encre pour des trucs qui n'existent pas en plus. Hein, parce que le plan éco-phyto, qui a été démarré en 2008, il a eu 3 étapes. On est en 2023, on se retourne, et en pesticides, le plan éco-phyto disait moins 50% entre 2008 et 2020, le premier. On est en 2023, on se retourne et on a fait plus 24% d'emploi des pesticides en France. Donc 3 plans éco-phyto pour arriver à ça. Ils ont quand même coûté chacun plusieurs milliards. Hein. Quand vous disiez tout à l'heure, détournement de fonds de la FNSEA au profit des agriculteurs de manière éhontée, là on est en plein dedans. Donc la Commission a dit, les plans, les directives, ça ne marche pas, on vous propose un règlement. Règlement, nom de code sûr. Et on part en négociation pour vous raconter comment ça se passe. Il y a 2 commissions qui sont concernées par le plan réduction des pesticides. C'est la commission environnement et c'était la commission pilote. Et Dieu merci, heureusement que ce n'était pas l'agriculture, la commission pilote. Et puis la commission agriculture avait une compétence sur quelques points. Moi, j'étais co-rapporteur dans la commission agriculture. En commission agriculture, les discussions, c'était surréaliste. Alors, les dossiers, le travail des dossiers, ça se fait de la manière suivante. Quand il y a un dossier qui arrive sur la table, le Parlement nomme un rapporteur ou une rapportrice du dossier et les autres groupes politiques mettent des co-rapporteurs autour de ce rapporteur. Là, la rapportrice en agri, c'était une socialiste espagnole. Donc après, il y avait tous les groupes politiques autour. Moi, j'étais co-rapporteur dans ce dossier-là. Dans les discussions, mais moi, je me disais à un moment, si les gens voyaient ça, c'était lunaire. Il n'y avait que moi qui parlais du fond du dossier. Tous les autres, ils ne parlaient que d'une chose, c'est comment on pourrit l'agenda pour que ce dossier ne sorte pas dans la mandature. Et ils passaient leur temps à ça, et toutes les réunions à ça. Mais c'était lunaire. Et pourrir l'agenda, ça veut dire quel type d'études on va demander, qui va prendre 6 mois, pendant lesquels on ne fait rien, on reporte l'agenda, et quand on a l'étude, on fait les constats, et on va redemander une autre, pourquoi pas, etc. Et ils demandaient des études qu'on avait déjà. Parce que quand la commission propose un dossier, ils sont tenus de mettre les études d'impact des dossiers qu'ils présentent. On avait déjà 2 études sur c'est quoi les conséquences sur les volumes de production pour l'Europe. Et eux, ils ont redemandé une étude. Et là, on est début 2023, parce que le dossier a été mis sur la table en mars 2023. L'idée, c'était qu'à fin 2023, on ait tout juste fini les négociations en commission,
qu'on passe en plénière 2024 et après on n'a plus le temps pour les trilogues, c'est-à-dire la deuxième étape, parce qu'une fois qu'on a négocié un dossier au Parlement, après il est négocié entre les 3 instances du Parlement, c'est-à-dire la Commission, le Conseil et le Parlement. Et après, si on n'a plus le temps des trilogues, parce qu'on arrive au mois de mars, et puis à partir du mois d'avril, il n'y a plus de plénière, il n'y a plus de vote, puisque et c'est ce qu'on est en ce moment, puisque la campagne commence. Et du coup, hop, là, les lobbies ont gagné 2-3 ans, parce que si c'est plié pour cette mandature, le temps de remettre en route pour la prochaine mandature, eh ben, les années passent et les années passent. Donc leur objectif, c'était de faire ça. Par contre, à la commission environnement, la rapportrice, c'était une agricultrice bio-écologiste, verte, et autrichienne, et elle a réussi à faire passer l'accord de la commission. Donc la commission environnement a voté pour la réduction des pesticides, et en plénière après, finalement, on a perdu le vote parce que la majorité du Parlement, à 75%, était contre la réduction des pesticides. Donc on a perdu en plénière. Ce qui est énorme à ce moment-là, c'est que quand il y a un vote en plénière, le dossier, il a 2 possibilités pour avancer. Soit on part en trilogue, parce que la plénière a voté pour, et après il vit sa vie de trilogue, et puis après il vit sa vie. Là, on a voté contre. Logiquement, quand le dossier est refusé en plénière, la plénière vote le renvoi en commission, et on recommence. Là, ils ont refusé le renvoi en commission. C'est-à-dire qu'ils ont mis le dossier à la poubelle. À la poubelle. Ça ne se voit jamais dans une vie de parlementaire. C'est impossible d'arriver à une situation comme ça. Là, les lobbies ont mis les instances européennes à genoux et ils ont enterré le dossier, mais imaginez la claque à la commission, que de mettre son dossier à la poubelle, la claque au Parlement et la claque au Conseil. C'est énorme. C'est pour vous dire le poids et la puissance qu'ils mettent dans la bataille. Et il y a des oreilles pour les entendre, hein, parce que si on est député indépendant et qu'on suit sa conscience, bah, on peut ne pas les écouter. Mais là, ils sont quand même écoutés par 75% du Parlement. C'est un exemple. Je n'ai pas participé à cette réforme-là, mais la réforme de 2013, où j'avais été vraiment très actif pour la Commission et le Parlement européen, juste une anecdote, c'est qu'à l'époque, on avait mis un paiement vert. En plus, c'était inspiré de choses que j'avais écrites au niveau de la Commission avec mon collègue Mahé, donc on était un peu les pères du paiement vert. Donc. Et là, donc, dans ce paiement vert, il y avait plusieurs critères. Ça a été abandonné depuis. Un de ces critères, c'était d'avoir des surfaces d'intérêt écologique pour garder de la biodiversité. À l'origine, 7%, comme les Suisses. C'était déjà passé à 5% parce que le Conseil avait déjà dit, voilà. Et après, dans l'écriture du règlement, c'est qu'est-ce que vous définissez comme une surface d'intérêt écologique ? C'est un truc qui préserve la biodiversité. Donc c'est des jachères, c'est des terrasses traditionnelles, bien sûr bio, il y avait plusieurs critères, des oliveraies, des choses comme ça, c'est pas que de la jachère. Puis quelqu'un a dit on pourrait mettre la luzerne. La luzerne, c'est vrai qu'on ne met pas de pesticides, on ne met pas d'engrais, on met un peu de chaux des fois, mais enfin ça fait plutôt un refuge pour les animaux, si on ne la coupe pas trop tôt, pourquoi pas. Sauf que luzerne, c'est devenu, j'avais mon collègue à Trinity College Dublin qui traçait les amendements tous les jours, les changements dans les mots. La luzerne est devenue nitrogen fixing crops, donc toutes les légumineuses, qui comprend les pois, les haricots, les lupins, les févroles, mais aussi le soja. Nitrogen fixing crops, sans engrais et sans pesticides. Et puis après, sans engrais ou sans pesticides, et puis après, légumineuses. Donc du soja parfaitement industriel devenait une réserve de biodiversité. Et ça, si vous voulez, c'est des lobbies qui vont tricoter ça derrière avec des petits changements de mots progressifs. Hein. Ça se fait comme ça, le vidage d'un contenu, d'un texte, d'une ambition. C'est exactement ça. Ouais. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Merci beaucoup pour vos interventions. Peut-être une dernière question avant de passer aux questions du public. On est quand même sur une conférence sur les élections européennes. Donc, est-ce que vous pensez que les élections peuvent changer, peuvent faire un nouveau tournant à la PAC, parce qu'on est plutôt mal barré à vous écouter pour l'instant. Donc, est-ce que les élections pourraient changer la donne ? Les efforts autour du pacte vert, ils ont été... moi, je n'ai pas tout à fait la même vision que vous de pourquoi von der Leyen a proposé ce pacte vert, qui était très ambitieux, hein, quand même. Il y avait ce volet agricole, Farm to Fork, le volet biodiversité, il y a le volet transport, climat, tout ce que vous voulez, économie circulaire, il y a plein de choses. Ça a été proposé
parce que, à ma connaissance, mais vous savez peut-être mieux que moi ce qui se passe au niveau du Parlement, ça c'est sûr, au niveau de la Commission, les fonctionnaires se sont vraiment inquiétés que la jeunesse européenne se détournait de l'Europe. Les sondages Eurobaromètre montraient que les jeunes, les 18-25, l'Europe c'était une vaste zone de libre-échange avec du dumping fiscal, du dumping environnemental, enfin des courses au moins-disant de partout, aucune unification sociale, rien, et ils n'avaient pas complètement tort. C'était un peu la vision Barroso de l'Europe, Barroso-Juncker. Et que ça, ça se traduisait à terme par des Brexit, par des élections de tout ce qui traîne de populistes, et puis vraiment un désintérêt des jeunes, quoi. Et là, von der Leyen, elle a pris ça à bras-le-corps en disant on va refaire un projet mobilisateur, en particulier pour que la jeunesse adhère au projet européen, parce que ma génération, nous, on était naturellement européens. Mon grand-père racontait les camps de concentration tous les jours à la table, on n'avait pas envie que ça revienne, si vous voulez. On était pro-européens par naissance presque, si vous voulez, mais là ça a disparu. Et du coup, elle a fait ce grand discours où le Green Deal, c'était le man to the moon moment of Europe, le moment, l'allusion au discours de Kennedy qui a lancé la conquête spatiale comme mobilisant toutes les grandes énergies. C'était en septembre 2019, je crois. Ça a donné une vraie ambition. Parce qu'il y avait cette pression populaire, surtout de la jeunesse, je pense que ça a joué. Après, il y a le fait que les Allemands avaient envoyé pas mal de députés verts quand même, et que ça changeait un peu les équilibres au sein du Parlement européen, mais ça joue bien sûr énormément. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur... Vous posiez la question des enjeux. Si on perd massivement des écologistes au Parlement européen, la prochaine PAC, elle est zéro conditionnalité, plus de pesticides, plus d'industrie. Enfin, Macron l'a dit, génétique, robotique et numérique. Donc voilà, et c'est pas avec ça qu'on va faire la souveraineté alimentaire. Tout le monde le sait. Donc, et la PAC, elle va soutenir ça. Donc on va vraiment partir dans le sens du non-sens. On va ouvrir la salle aux questions et on veut que des questions positives. Alors, deux petites questions par rapport juste pour la sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites qu'il faut plus d'écologistes, du coup, le parti écologiste ou bien écologiste au sens large de la gauche française? Alors, on est au Parlement européen et quand on est en France, on voit les groupes politiques comme ils sont en France, mais alors au Parlement européen, ils ne sont pas du tout pareils. Ça, pour moi, c'était une découverte aussi il y a 4 ans quand je suis arrivé. C'est clair. Les socialistes européens ne sont pas de gauche, au risque de vous décevoir. Les socialistes français, oui, on les connaît, et puis d'ailleurs, on est proches sur un certain nombre de choses, pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses. Eux, ils votent pour la PAC, nous, on vote contre, quand même, etc. Mais par contre, je vous ai dit tout à l'heure, la socialiste espagnole avec qui j'étais, qui était la rapportrice sur le dossier sur l'échiquier politique, vu ses propos, comment elle mène les choses, elle est clairement à droite. Et la grande majorité sont... Donc quand on voit l'échiquier politique vu de son État membre, je pense que c'est pareil dans tous les États membres, on le voit à l'image, évidemment, c'est logique, de ce qu'on connaît dans son propre État membre, mais quand on arrive à l'échelon européen, donc quand on arrive à l'échelon européen, selon les sujets, il n'y a pas qu'une gauche, il y en a plusieurs. Les groupes politiques, parce qu'après, à l'intérieur d'un groupe politique, même des Verts, prenons le mien, sur certains sujets, on n'est pas raccord, l'échelon européen, il ne faut pas rêver. Les Allemands, quand on parle d'économie et de voiture, on ne parle plus le même langage. Parce qu'en Allemagne, il y a des choses qui ne sont pas touchables. Donc, sur ces sujets-là. Donc, mais après, c'est la même chose chez SND, chez les sociodémocrates, c'est la même chose chez Renew, c'est la même chose, etc. Ce qui veut dire qu'on arrive, sur certains dossiers, je pense particulièrement à Restauration de la nature, qui est un dossier chaud du Green Deal, pour nous, c'est un dossier qui était perdu, c'était évident. Surtout que le PPE, ça faisait 2 ans et demi qu'il travaillait à sa chute, donc c'est quand même un groupe puissant, et puis ils ont des lobbies derrière hyper puissants. Et bien la surprise, c'est qu'au moment du vote, on l'a emporté. À quelques voix près, mais on l'a emporté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur des groupes politiques, il y a des gens qui ont voté pour des raisons diverses,
Mais finalement, ils ont quand même voté pour ce point-là, ce vote-là, à ce moment-là, alors qu'ils n'avaient rien à faire ensemble, parce qu'il y a des gens, y compris du PPE, qui ont voté pour, de Renew, de SND, et puis évidemment de la gauche et puis des Verts, et qui ont fini par l'emporter. Donc la construction des majorités sur des dossiers, ça n'a absolument rien à voir avec l'échiquier politique français. Nous, on ne connaît pas d'ailleurs la construction de la majorité, parce que nous, la majorité, elle est pyramidale, elle est faite au départ, et puis après, il n'y a plus de discussion. Alors que tous les autres pays européens sont des coalitions, et l'Europe, c'est un fonctionnement de coalition. Donc les constructions de majorité, c'est notre boulot de tous les jours. Donc déjà, rien que ça trouble énormément le regard. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une gauche européenne sur les sujets. Il n'y a pas, et pour l'écologie, il n'y a pas que les Verts on veut arriver à capter des voix à droite à gauche. Mais ceci étant dit, il doit y avoir des moteurs, il doit y avoir des influences, etc. Nous, on pesait 10% du Parlement jusqu'à maintenant, on était 72 sur 705 députés. Si jamais ça tombe de moitié ou si ça tombe, on pèse plus que 5%, et là, du coup, c'est plus du tout le même rapport de force, et c'est pas du tout le même rapport de force dans le sens influence du terme. Parce que ce qui pèse aussi dans l'influence, c'est que c'est notre capacité à mettre des amendements, à amener des sujets, etc., à créer du débat sur des sujets, et il y a des moments où l'ensemble des politiques sont mal de voter contre. Parce que, retour chez eux, évidemment, ils vont se faire taper sur les doigts. C'est ça aussi le rapport d'influence à la construction. Donc si on est un nombre suffisant, on arrive à amener. Mais si on est trop faible, les amendements ne sont plus retenus, quoi. Ils passent à la trappe systématiquement et puis on n'y arrive pas. C'est pas la même, vous comprenez bien le truc, pas la même situation, quoi. Ça avantage de justement la réduction des pesticides par la Commission agriculture. Est-ce que si demain vous êtes réélu, vous serez reconduit dans cette commission ou en fait les membres de la commission vont être totalement renouvelés? Ah mais c'est juste une alerte. Maintenant il y a ce nouveau système. C'est une alerte pour dire souvent un individu a été repéré, mais c'est dans une zone large. C'est dans une zone large. Dans une zone large à Paris en général. Les membres de cette commission vont être totalement renouvelés. Oui. Tout le travail sera. Ah oui. Quand il y a une nouvelle élection, on remet en place le Parlement de A à Z. Hein. Donc il y a... C'est absolument rien, c'est à propos des Jeux Olympiques qui font une information. C'est le ministère de l'Intérieur qui fait une information maintenant pour dire qu'il y aura un périmètre de sécurité. Oui, à c'est partir du 8 juillet. intéressant. Ça va. Et du coup, si vous mettez votre téléphone en mode avion, vous ne recevrez pas normalement mais même si vous êtes en silencieux, vous recevez. Oui, donc le Parlement, on le remet en place à chaque fois. Ce qui prend du temps, hein, ça prend 3 mois la remise en place du Parlement, parce qu'il faut se partager équitablement tous les postes à responsabilité, donc les présidences de commission, vice-présidences, coordination, qui sont les postes clés de toutes les commissions. Il y en a 20, ça dépend, mais 23, 24, 27 commissions différentes. Et puis tout le fonctionnement du Parlement, la présidence, les vice-présidences, et puis les questeurs, enfin voilà. Donc à chaque fois, c'est... Et l'équilibre, il se fait, ils appellent ça une règle d'Hondt, entre il faut que tous les États aient des postes, il faut que tous les groupes politiques aient des postes, et tout ça au rapport de son poids, de nombre d'habitants et de représentation par rapport aux groupes politiques entre eux. Donc c'est une savante salade, mais qui doit aboutir à quelque chose qui est bien d'assez... décrite dans la série humoristique Parlement. C'est ça, oui. Et qui est plus ou moins respecté. Moi, ce que je regrette, c'est que dans cette dernière mandature, Macron a envoyé Stéphane Séjourné au pilotage du groupe Renew au Parlement européen pour faire sauter le fil rouge vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'extrême droite. Avant, l'extrême droite, c'était on ne travaille pas avec, et tous les groupes parlementaires ne travaillaient pas avec. Séjourné, il est arrivé pour casser ça et ostensiblement travailler avec eux, mettre en place des trucs avec eux. Et quand on a été à mi-mandature, il y a des jeux de chaises musicales de poste, et c'est convenu au début, hein, à mi-mandature qui se rejouent. Et là, il est allé pactiser avec l'extrême droite pour leur faire avoir 2 postes de vice-présidence pour que les Verts n'en aient pas. Parce qu'on est la bête à abattre. Donc voilà, c'est ça aussi les trucs, quoi. Micro-question, après je vous laisse la parole. Vous
qui me disait que lui, ses poireaux, il les vendait 4 € la pièce parce que c'était le prix de production, enfin c'était le vrai prix, Cool. et qu'il ne comprenait pas qu'on puisse vendre des poireaux 1,50 € ou 2 €, mais qu'il comprenait aussi parallèlement que moi, j'avais pas forcément les moyens d'acheter ces poireaux. Peut-être pas la pièce quand même, mais kilo peut-être quand même. Mais bon. Kilo. mais d'accord. Non, mais de toute façon, il y a quand même quelque chose sur lequel la FNSEA n'a pas complètement tort, c'est que si on appliquait, ça ne va pas arriver, mais le Green Deal, nous on a fait des simulations quand même à l'Université Paris-Saclay avec couplant des modèles agronomiques, mathématiques, parce qu'on voulait dézinguer une étude américaine qui criait que le Green Deal allait affamer le monde. Et on disait, c'est pas. Hein, et on a refait tout leur truc en disant leur modèle mathématique qui dit ça, il est pourri et tout. N'empêche qu'on n'est pas complètement loin de trouver un petit peu quand même qu'il y a des gros chocs de production si on réduit par exemple les engrais azotés. Alors il y a du gaspillage, il y en a plein qui partent dans les rivières, il y a des marges de manœuvre, on est bien d'accord. Mais quand même, ça va faire des baisses de production. Et des baisses de production, comme vous avez une demande, je ne sais pas si vous avez fait de l'économie, qui est très inélastique, parce que la demande alimentaire, elle ne bouge pas tant que ça, eh bien si vous avez moins de production avec la même demande, les prix vont assez vite augmenter. Donc la philosophie du Green Deal, c'était de dire, mais ça n'a pas été dit, à mon avis, suffisamment explicitement, c'est pour ça qu'il y a des effets boomerang. D'accord, on va avoir des chocs négatifs de production parce qu'on veut moins polluer, c'est tout, quoi. Parce que de toute façon, on va le payer un jour, ces coûts de pollution, on les paye déjà maintenant. Hein. L'azote, ça coûte une fortune. Les pesticides dans les stations d'épuration, ils coûtent une fortune. On va avoir un choc de production, mais il faut que la demande s'ajuste. Et là, on a plein de leviers quand même pour l'ajustement de la demande. On a la réduction des gaspillages, qui est quand même importante. 1 milliard de repas par jour. Les chiffres, on ne sait pas trop quand même. On ne sait pas trop quand même. Il y a des chiffres qui sont cités, 30% de l'alimentation est gaspillée. J'ai essayé de remonter. C'est une vieille étude de la FAO que tout le monde recite. Ce n'est pas complètement clair, mais on sait qu'il y en a. C'est une approche, oui. Voilà. Il y a quand même le fait qu'on absorbe trop de calories par rapport à nos besoins, trop de protéines aussi, donc il y a aussi une marge de manœuvre. En Occident. Et puis c'est vrai qu'il y a des simulations qui ont été faites par plusieurs groupes. Il y a plein de conneries, mais il y en a certains qui sont vraiment pas mal. Le bureau d'études Solagro de Toulouse, par exemple, a fait un scénario after qui, à mon avis, est plutôt bien sur ce qu'il faudrait faire. Donc c'est quand même moins de viande, moins de produits laitiers aussi. Il ne faut pas oublier que la viande, c'est un coproduit du troupeau laitier, beaucoup en Europe. Hein, c'est 2/3 de la viande de bœuf, hein, je parle bovine, vient du troupeau laitier. Donc si vous réduisez que la consommation de viande sans sel de lait, à un moment donné, on va élever des vaches pour le lait et jeter la viande. Donc il y a des scénarios cohérents. On sait très bien ce qu'il faudrait faire. Et là, ça colle très bien. On peut réduire les pollutions de production si on ajuste la demande. La grande difficulté, c'est comment est-ce que vous ajustez cette demande vers des modes de consommation un peu moins, je ne parle pas d'être vegan, etc., mais quand même moins polluant. Et ça, on n'a pas trouvé. Les économistes, vous leur demandez comment jouer sur les comportements. Bon, c'est simple, vous mettez des taxes et des subventions. Taxer l'alimentation en ce moment, c'est mal vu, si vous voulez. Du coup, on est à essayer d'imaginer des trucs, ce qu'on appelle des nudges, des machins. Les nudges, c'est un peu, vous voyez, mettre des poumons sanguinolents sur les paquets de cigarettes. Est-ce que ça marche? Pas très clair, mais enfin, des choses comme ça. On a un problème de faire accepter la cohérence de moins polluer, qui va quand même réduire les rendements, c'est sûr. Je suis désolé, je suis le premier à le regretter, mais voilà. Et puis de moins, ce qui est tenable en consommant moins quand même. On a d'autres questions? J'ai une question. C'est pas directement lié à la PAC, mais c'est inhérent en fait au projet de cette conférence. Donc elle s'inscrit dans une suite de conférences pour une campagne qui a vocation à aller faire voter la jeunesse. Et nous, on est un peu alarmés parce que, selon les statistiques, il y a près de 1% des jeunes qui n'avaient pas voté. Ce qu'on s'est rendu compte dans les démarches et les mobilisations et les prises de contact qu'on fait, c'est que en fait, il y a un énorme écart entre les jeunes et la politique, de par une forme d'élitisme, on va dire, parce que tout ça n'est pas nécessairement accessible, et notamment, cette conférence, il y a beaucoup d'éléments de langage qui ressortent, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se rend compte que si on n'a pas les bases et qu'on n'est pas sensibilisé, et ben on se sent très vite à l'écart. Et donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait là, maintenant, pour aller parler à ces jeunes et pour leur dire que c'est des thématiques qui peuvent être accessibles et qu'en fait, elles parlent à tout le monde et qu'elles nous concernent aussi,
Et tout ça en essayant de réemployer d'autres termes, d'autres façons de procéder, d'autres façons d'établir des contacts et des échanges. Et donc comment est-ce que derrière on investit ces jeunes-là de l'urgence qu'il y a à aller voter de violence? C'est le gros problème de la construction européenne. Hein. Si vous regardez qui est pro-européen actuellement, c'est ceux qui ont été en Erasmus. Bon, là où on a vraiment déconné, c'est de ne pas faire des Erasmus de l'apprentissage des plombiers, etc. depuis 1960. Ça commence, mais ça ne prend pas tant que ça, à mon connaissance. Il y en a qui commencent, il y a des Erasmus plus pour voilà. Pour la plomberie. Oui, tout le programme Erasmus+, mais il est récent et il n'est pas, je ne revois pas énormément. Oui, ça fait que 2-3 ans que ça a commencé, voilà. donc c'est récent. Donc là, on a un véritable décalage, hein, ça c'est très très clair. Moi, je sais pas comment faire. Là, quand même, tout ce qui se passe sur les pesticides, bon, sur les engrais azotés, c'est très compliqué à expliquer les problèmes de l'azote. Parce que déjà, vraiment, on peut en parler si vous voulez, hein, je suis très bon là-dessus, mais c'est très compliqué. Mais les pesticides, c'est clair que les coûts pour la génération à venir en cancer du sein, de la prostate, en perturbations endocriniennes, en infertilité, en puberté précoce, on a des trucs, des gamines de 6 ans qui commencent à avoir des signes de puberté. Ça, c'est quand même... C'est sans doute les solvants des peintures, c'est sans doute les déchets de dégradation des plastiques, des moquettes, etc. Mais c'est quand même beaucoup les pesticides. Ça, il faudrait quand même arriver à l'expliquer. Alors, je ne sais pas, trouver des créneaux, peut-être TikTok, j'en sais rien, moi. Paraît que, non, mais le sondage hip-hop, là, c'est 27% des 18-24 ans, non, des 16-19 ans en France qui pensent que la Terre est plate, quand même, à cause de TikTok. Moi, je ne croyais pas l'article du Point que j'ai lu, je suis allé voir le sondage avec la méthodologie, etc. C'est nickel comme sondage. Et ça, c'est quand même effrayant, quoi. Alors, comment vous voulez faire passer concept sophistiqué si déjà que la Terre est ronde, ça passe pas C'est tout le problème de ces réseaux sociaux qui sont nourris de fake news volontairement, hein, par des lobbies diverses. Ou de la Chine. Oui, alors, ou des États. Mais n'empêche que ça laisse une situation où c'est difficile de dialoguer avec certaines couches de la population. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai pas. Là, quand vous posez la question comme ça, en disant maintenant pour le vote du 9 juin, comment on fait? Il y a le feu et on est en période de crise et la réponse c'est comment on éduque à l'intérêt de l'Europe sur 10 ans, quoi. Parce que si on parlait un peu mieux d'Europe tout le reste du temps, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'intérêt à ce que fait l'Europe et que les gens, les jeunes et les gens en général comprennent que c'est là que se jouent les grands enjeux d'avenir, qu'on décide, parce qu'on le décide à 27 et pas à 1 ou 2 ou 3, les grands enjeux sur l'avenir de l'alimentation, l'avenir de l'agriculture, l'avenir de l'énergie, l'avenir de la mobilité, etc. Et c'est tous ces enjeux-là. Et se jouent vraiment à l'échelon européen. Parce que c'est l'échelon européen qui a une capacité de réponse par rapport aux enjeux mondiaux. Et qu'un État membre là-dedans, ça ne pèse plus rien. Alors, s'il y en a qui pensent que la Terre est plate, bon, ça ne leur dira pas grand-chose. Mais après, pour les autres, je pense que ça peut dire des choses. Mais le problème, c'est que voilà, c'est une éducation de moyen terme et de long terme. C'est pas... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas plus d'émissions à la télé sur ce que fait l'Europe, c'est quoi l'intérêt de l'Europe pour vous. Mais je ne sais pas, il devrait y en avoir toutes les semaines ou tous les mois. Mais au fil des années, il ne faut jamais arrêter, quoi. On ne parle que de la France dans les infos en France. On est un des rares pays à se comporter comme ça. Vous passez la frontière, vous allez en Belgique, ils parlent de tous les États européens régulièrement et de l'Europe. En Allemagne, beaucoup plus qu'en France. En France, mais c'est impressionnant cette sous-culture à l'ouverture au monde, quoi. Moi, je suis impressionné par ça, quoi. Ça nous manque et on le paye, quoi. Après, oui, évidemment. Quand les politiques prennent la parole, c'est que pour dire du mal de l'Europe, pour se défausser de leurs responsabilités. Comment voulez-vous que les gens disent que l'Europe c'est bien après? C'est clair. Enfin, moi, voilà. Une dernière question. Ouais.
Oui, alors là, du coup, ça me permet de... Notre vision chez les écolos, notre vision de la PAC, c'est d'arrêter les aides à l'hectare et de donner les aides à l'actif, c'est-à-dire aller vers la création d'emplois et la création de valeur sur les fermes. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord de mieux répartir les aides de la PAC. 20% des agriculteurs touchent 80% du budget de la PAC. En France, il y a un tiers des agriculteurs qui ne touchent rien de la PAC. Un tiers. C'est les fameux 100 000, vous disiez tout à l'heure, là, de fermes, micro-fermes, etc. Micro-fermes, c'est le paysan boulanger d'à côté de chez vous, c'est le maraîcher d'à côté de chez vous, etc. Tous ces gens-là ne touchent pas les aides de la PAC. Après, il y a une autre tranche au-dessus qui ont un peu de surface, mais le dossier de la PAC, il prend tellement de temps et est tellement chiant à faire qu'ils ne le font pas parce qu'ils vont toucher, pour toucher 1 500 €, 2 000 € ou 3 000 €, on n'ouvre pas le dossier. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et 1% des agriculteurs siphonnent 30% du budget de la PAC. Ça, c'est pour vous donner les grands écarts. Oui, ceux du Lot, ils ne touchent pas grand-chose, hein, ça c'est clair. Bon, alors ceux de la Seine-et-Marne, par contre, alors là, c'est plein pot. Donc, c'est tout ces... Alors, il faut arrêter les aides à l'hectare. Il faut vraiment aller sur la recherche de la production et de la valorisation de la production sur les fermes. Si on fait ça, non seulement ça crée de l'emploi, non seulement on va relocaliser de la production de consommation alimentaire, de production alimentaire pour la consommation locale, on va remettre de la souveraineté alimentaire, on va recréer des circuits courts, on va recréer tout ce qui finalement est vertueux pour une alimentation moins coûteuse pour la population et plus intéressante pour l'agriculteur, donc une meilleure rémunération derrière. Donc il faut changer beaucoup des indicateurs et des paradigmes de la PAC actuelle pour passer à autre chose, quoi. Dans ce que vous avez dit, quand même, faites attention, c'est pas faux, mais le côté c'est pas assez attractif, c'est quand même aussi quelque chose qui est très vendu justement par la FNSEA. Ils vont vous dire, regardez, c'est pas attractif parce que regardez la baisse du nombre de fermes en France, qui est énorme. On en avait, là on a 390 000, si on compte tout le monde, on avait 490 000 il y a 10 ans. Donc 100 000 de moins en 10 ans, hein. Ça fait un quart quand même, enfin, 400, ça fait un 20% moins en 10 ans. Donc il y a une baisse des fermes. Et le discours, c'est, regardez, on gagne tellement peu que ça n'est pas attractif. Moi, je vois plein de lycées agricoles où il y a du monde qui a envie de s'installer. Simplement, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que quand vous avez beaucoup d'hectares, vous touchez beaucoup d'aides, vous rachetez les voisins, et du coup, les jeunes ne peuvent pas s'installer. Alors, on va remettre une prime qui a été dit tout à l'heure de 10% du budget pour l'installation des jeunes. Mais c'est mettre un pansement sur un problème que la PAC a elle-même créé. Si on n'avait pas ces aides à hectares, on aurait la baisse du nombre d'exploitations agricoles, c'est beaucoup moins de la vocation que le fait que les gros rachètent les petits. C'est aussi basique que ça, hein. Et ça, c'est pas comme ça que c'est présenté, et les médias, évidemment, les pauvres agriculteurs, machin, mais bon, ça va. Faire moyenne 70 hectares, déjà, elle commence avec 20 000 € d'aide dans l'année, quoi. Donc, avant de commencer à travailler, bon, ça va. C'est pas une crise des vocations, c'est une crise de l'accès au foncier, hein. Moi, je pense. Il y a 25 000 départs en retraite chaque année en France en ce moment, il y a 8 000 installations. Il n'y a rien qui est fait pour le différentiel entre les deux, pour le stocker. On pourrait donner un nouveau rôle à la SAFER pour stocker ce foncier, créer des fonds financiers pour racheter les terres qui sont à vendre, mais qui ne soient pas rachetées par le voisin pour s'agrandir, mais au contraire qui soient mis dans des offices fonciers locaux, régionaux, qu'on peut faire gérer régionalement, donner du pouvoir aux citoyens localement aussi pour gérer ça, pour qu'on puisse après proposer à l'installation dans des conditions faisables. Et là, il y a pas mal de jeunes, enfin pas que des jeunes d'ailleurs, des gens qui s'installent en néo-ruraux, c'est-à-dire qui ne viennent pas du milieu agricole. Donc ils n'ont pas l'héritage de la terre, etc. Et ben, il y en a beaucoup, hein, et il y en a vraiment beaucoup dans les starting blocks qui aimeraient le faire. Mais ils s'installent quoi, en petits fruits rouges, en machin, en élevage de veaux intensif, parce que le foncier, ils n'y ont pas accès, en foie gras. Mais alors là, il y a la grippe aviaire. Foie gras, c'était un bon moyen de s'installer parce que, bon, c'est pas très sympa pour les oies, mais en termes de valeur ajoutée sur des petites surfaces, il y a un peu que ça, hein. Pourquoi il y a du foie gras dans la Chalosse, cette région des Landes, c'est que les fermes sont minuscules, quoi. Ça, c'est dans les zones d'élevage, beaucoup. Ah bon? Oh, c'est bizarre quand même, là. Parce que de la déprise agricole, on abandonne les terres, on envoie...
Oui, mais le gros d'à côté va lui racheter sa terre, ça c'est sûr. Il dit que ça doit finir comme ça. Ah, ça c'est sûr. Parce que, mais il dit aussi que c'est parce que c'est lui, il a des économies familiales, ils bossent tous ensemble, mais qu'il n'y a pas assez pour faire vivre. Parce qu'il n'a pas assez de surface et du coup il n'a pas beaucoup d'aide. Je ne crois pas que c'est seulement une question de surface, hein. C'est aussi une question de force de travail, c'est dur. Et il produit quoi aujourd'hui? Il produit des légumes, Ah, c'est un maraîcher. C'est un maraîcher. Donc, il y a rien. donc les maraîchers, ils sont sur des petites surfaces, déjà ils n'ont pas d'aide. Et là c'est vrai qu'il y a la concurrence en maraîchage, en fruits et légumes, des pays à moins bas coût de main-d'œuvre, enfin plus bas coût de main-d'œuvre. Ouais. Puis c'est un métier qui est dur, mais Alors je pense qu'on va conclure cette table ronde sur les enjeux de la PAC.